Souffrir, c'est connaître. Ça, c'est une phrase tirée du Manfred de Lord Byron et elle a vraiment marqué le jeune Friedrich Nietzsche. En fait, elle donne le ton, un ton presque tragique à toute l'histoire de cet esprit hors norme qu'on va explorer ensemble. On parle bien sûr de Friedrich Nietzsche, l'un des penseurs les plus influents, oui, mais aussi l'un des plus mal compris de toute l'histoire. C'était un philosophe, un philologue, un poète, qui maniait les idées comme un marteau, vraiment, pour fracasser les vieilles certitudes et rebâtir la pensée. Et sa vie, elle a été tout aussi intense et dramatique que sa philosophie. Alors, pour comprendre le personnage, il faut revenir au début. Plongeons dans ses origines. Ce qui est frappant, c'est que Nietzsche a grandi dans un milieu qui est l'exact opposé de tout ce qu'il défendra plus tard. Imaginez une famille luthérienne, très pieuse, son père était pasteur, ses deux grands-pères aussi, une jeunesse brillante, oui, mais en apparence complètement conventionnelle. Et pourtant, son ascension académique va être fulgurante. Regardez bien, il abandonne la théologie, la voie toute tracée par sa famille, pour se lancer dans la philologie classique, l'étude des textes anciens. Et le résultat est juste stupéfiant. À 24 ans seulement, sans même avoir fini sa thèse, il obtient une chaire de professeur à l'université de Bâle. C'était du jamais vu à l'époque. C'est à cette période qu'il va se lier d'une amitié, fusionnelle presque, avec un monstre sacré de la culture allemande, le compositeur Richard Wagner. Ils ont une vision commune, ils veulent régénérer la culture. Wagner voit en ce jeune prof surdoué la voie philosophique de sa révolution artistique. Et quand on lit ce qu'il lui écrit, on sent l'intensité de cette relation. Il y a un détail fascinant sur la construction de sa propre identité. Vers la fin de sa vie, alors qu'il devient de plus en plus critique envers l'Allemagne, il va revendiquer avec une force incroyable une ascendance noble polonaise. Or, aujourd'hui, la quasi-totalité des spécialistes considèrent ça comme une pure invention. C'est peut-être sa façon à lui de se réinventer, de couper symboliquement les points avec ses origines allemandes. Mais cette période de stabilité, de succès académique, d'amitié, ça ne va pas durer. Une rupture spectaculaire se prépare. Une rupture qui va le jeter sur les routes, dans une décennie d'errance et de solitude. Le point de bascule, le cœur de cette rupture, c'est sa relation avec Wagner. Et ce n'est pas juste une dispute d'intellectuels, non. C'est une trahison personnelle très profonde. Nietzsche est écœuré par le nationalisme, par l'antisémitisme grandissant du clan Wagner, qu'il trouve d'une bêtise sans nom. Il se sent trahi, seul, et cette rupture va le laisser avec une cicatrice immense. Et comme si le désastre affectif ne suffisait pas, c'est son corps qui le lâche. Sa santé, qui a toujours été fragile, s'effondre complètement. Il devient presque aveugle, il est terrassé par des migraines atroces, des nausées, la douleur est permanente, insupportable. Il n'a plus le choix, il doit renoncer à sa carrière. Il entame une nouvelle vie, celle d'un nomade qui cherche désespérément un peu de répit. Alors commence une décennie d'errance. Il va parcourir l'Europe, de Venise à Turin, en passant par les Alpes suisses. C'est un apatride, un homme sans attache, qui vit avec 3 fois rien dans une valise. Il cherche un climat qui puisse apaiser ses douleurs, bien sûr, mais il cherche aussi et surtout un lieu où sa pensée puisse enfin respirer et s'épanouir. Et c'est là qu'on touche au paradoxe central de la vie de Nietzsche. C'est au cœur de cette solitude extrême, de cette douleur physique constante, qu'il va produire ses œuvres les plus radicales, les plus originales. Sa véritable dynamite philosophique. Surtout, il ne faut pas imaginer Nietzsche comme un rat de bibliothèque, pas du tout. Sa philosophie, il la forge en mouvement. Pour lui, la pensée, c'est physique. Il marchait des heures et des heures chaque jour. Il était convaincu que les seules idées qui valent quelque chose sont celles qui viennent en marchant. La pensée, la vraie, demande un engagement total du corps. C'est pendant cette période d'errance qu'il développe ses concepts les plus connus, des véritables bombes. L'éternel retour. Cette idée vertigineuse que notre vie, chaque instant, se répétera à l'identique, une infinité de fois. Comment vivrait-on si on le savait ? Ensuite, le surhumain. Attention, pas un surhomme au sens racial, mais un but pour l'humanité. Un être capable de créer ses propres valeurs maintenant que Dieu est mort. Et enfin, la volonté de puissance. Pas la soif de dominer les autres, non, mais la pulsion de vie qui pousse chaque être à grandir, à se dépasser, à affirmer sa force. On arrive en 1889, l'année de la bascule, l'année où cet esprit qui avait atteint des sommets incroyables va finir par se briser. La scène se passe à Turin, le 3 janvier 1889. C'est le matin. Nietzsche sort de chez lui, sur la piazza Carlo Alberto. Et là, il voit un cocher en train de fouetter son cheval, avec une violence inouïe. Et alors, dans un geste qui résume toute sa compassion, toute sa fragilité aussi, Nietzsche s'approche de la scène. Il enlace le cou du cheval martyrisé, et il éclate en sanglots avant de s'effondrer par terre. C'est la fin. Sa vie intellectuelle s'arrête net ce jour-là. Alors, que s'est-il passé dans son cerveau ? La cause de cet effondrement mental reste encore aujourd'hui un mystère médical. On a tout évoqué, la syphilis, une tumeur au cerveau comme son père, une maladie génétique rare, on ne sait pas vraiment.
Il va passer les 10 dernières années de sa vie dans une sorte de brouillard mental, presque complètement silencieux, soigné par sa famille. Et cette question qu'il a posée un jour à sa sœur dans un éclair de lucidité, elle est d'une tristesse infinie. L'homme qui avait écrit ces beaux livres n'était même plus conscient de son propre génie. Mais l'histoire de Nietzsche ne se termine pas avec son silence, non. C'est après son effondrement que la véritable bataille commence. La bataille pour son héritage. Le processus de déformation de sa pensée a été méthodique. Et la grande responsable, c'est sa propre sœur, Élisabeth. C'est une nationaliste et une antisémite convaincue. Elle prend le contrôle de tous ses écrits. Elle va bricoler un livre, La volonté de puissance, à partir de notes éparses, un livre qu'il n'a jamais voulu faire. Elle falsifie des lettres. Et le pire du pire, elle va activement lier le nom de son frère aux idéologies les plus sombres du XXe siècle en déroulant le tapis rouge pour Hitler aux archives Nietzsche. Et voilà comment, par cette manipulation méthodique, le philosophe qui détestait le nationalisme allemand et méprisait l'antisémitisme est devenu, malgré lui, une icône du Troisième Reich. C'est sans doute l'une des plus grandes et des plus tragiques récupérations idéologiques de l'histoire. L'héritage de Nietzsche, on le voit, c'est un vrai champ de bataille. Et son histoire nous laisse avec cette question. Une question vertigineuse qui est toujours d'actualité. Si les mots d'un penseur peuvent devenir des armes, qui est responsable au final ? L'auteur qui les a forgés ou le lecteur qui s'en empare et les déforme ? La question reste ouverte.